Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Redec. Et Pierrot aussi. Cette semaine, on va parler d'une interview que vous connaissez bien. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. L'auteur de cette déclaration qui nous sert de générique, c'est Jean-Pierre Hénard, un écrivain français né en 1943 et décédé en 1987. Malheureusement pour lui, ses romans ne sont pas devenus aussi célèbres que cette interview méprisante et grotesque. Malgré tout, il est probable que ce ne soit rien d'autre qu'un troll. En effet, Hénard a été rédacteur chez Pif Gadget, l'équivalent communiste du journal de Mickey, puis directeur de la Bibliothèque Rose. Et à l'occasion de la publication de son roman Le Dernier Dimanche de Sartre, il révèle à Bernard Pivot ceci. J'ai commencé à lire ces livres avec les premiers livres de poche. C'est ceux avec des couvertures, avec des grands dessins. Mes premières lectures, ça a été Sartre. Alors, l'ami Hénard pense-t-il effectivement beaucoup de mal du livre de poche? Ce n'est pas certain, mais si on lui pose la question à la télévision, ça révèle bien quelque chose. Le livre de poche est un phénomène de société qui a bouleversé la place du livre. Le livre de poche est une collection fondée en 1953 qui est la première en France à relever le défi d'une production à très grande échelle d'un petit livre pas cher. Les matériaux sont vraiment premier prix, mais la couverture vernie est résistante aux intempéries et vous pouvez en acheter non plus seulement chez le libraire, mais aussi au supermarché ou dans les stations-service. En un mot, vous pouvez vraiment avoir en permanence un livre dans votre poche. C'est un succès explosif et cette collection contribuera à la démocratisation de la lecture. Pourtant, à l'époque, tout le monde ne s'en réjouit pas. De grands auteurs, dont Henri Michaud, Maurice Blanchot ou Julien Gracq, élèvent la voix pour protester contre la transformation du lecteur en consommateur, contre la massification de la lecture. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour quelles raisons précises est-ce qu'on peut ne pas se réjouir que de petits livres pas chers circulent si facilement? Pour le comprendre, il faut revenir dans le passé. Les textes n'ont pas toujours été écrits sur des livres. Dans l'Antiquité, il y a 3 supports principaux. Le bois, la cire pour les textes du quotidien et le rouleau de papyrus pour les longs textes. C'est ce qu'on appelle les volumens. Mais avec un volumen, la lecture est un acte fastidieux qui engage tout le corps. Impossible de feuilleter le texte, de confronter des passages entre eux, ou même d'avoir les mains libres pour prendre des notes. Alors, on met au point les parchemins, qui sont faits de peaux d'animaux et non plus de végétaux. On peut les trouver beaucoup plus facilement, on peut les plier, on peut écrire au recto et au verso un texte beaucoup plus long. C'est l'apparition du codex. Pour la première fois de l'histoire, on a sous les yeux un livre, avec des pages cousues. Mais si l'objet est moins encombrant, les exemplaires restent rares, car copier un texte en entier, c'est extrêmement long. Il faudra donc attendre Gutenberg pour que le codex se répande. Et à partir de 1500, c'est l'explosion. Comme tout le monde veut des livres, il n'y a plus besoin de les imprimer en très grande taille. Donc au fur et à mesure, les formats se réduisent, les méthodes se perfectionnent, et ça mène 4 siècles plus tard au livre de poche, qui permet pour 3 sous d'avoir l'exemplaire d'un classique ou d'un best-seller. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le support du texte est intimement lié à la façon dont on le lit. C'est ici que le livre de poche entre en jeu, car il remet en perspective nos habitudes. Lit-on aujourd'hui comme autrefois? Eh bien non, pas du tout. Mais alors pas du tout. Pour s'en rendre compte, écoutons ce que raconte saint Augustin, qui au IVe siècle après Jésus-Christ découvre chez son ami Ambroise, évêque de Milan, une faculté particulière. Quand il lisait, ses yeux parcouraient la page et son cœur examinait la signification. Mais sa voix restait muette et sa langue immobile. Dans l'Antiquité, la lecture se faisait essentiellement à haute voix. Elle emportait tout le corps. Lire silencieusement était de toute façon impensable, puisque par manque de place, on écrivait en collant les mots les uns aux autres. Donc pour comprendre le texte, il fallait que la voix le déchiffre. C'est chez les premiers moines, à partir du VIe siècle, que se répand la pratique de la lecture silencieuse, pour ne pas déranger les autres. Il y a donc à la fois cette lecture silencieuse ou à voix basse, qui rumine, murmure, ingère, incorpore le texte pour l'apprendre par cœur, et la lecture publique, collective, où la culture se transmet à tous. C'est pourquoi même si les gens ne savaient pas lire, ils étaient quand même cultivés. La culture était orale, mémorisée et retransmise. La musique, par exemple, n'est formellement écrite qu'à partir du IXe siècle. Cependant, la lecture, même silencieuse, n'était pas encore une lecture solitaire. Pour les écrits religieux notamment, elle était guidée par la tradition des 4 sens, des 4 significations. 1. Le sens littéral, c'est-à-dire quels sont les événements que raconte le texte. 2. Le sens allégorique, que représentent le texte et les personnages. 3. Le sens moral. Comment le texte m'apprend-il à agir? 4. Enfin, le sens anagogique. Que me dit ce texte du projet de Dieu pour l'humanité? Celui qui s'arrête au sens littéral ne retire donc pas toute la moelle de l'œuvre. Mais pour apprivoiser les 3 autres sens qui sont moins évidents, il faut lire, relire et re-relire. Avant l'avènement de ce qu'on appelle la modernité donc, la lecture est communautaire et la rareté du livre invite à la répétition. Alors l'imprimerie dans tout ça, mais vous vous en doutez, elle a joué un rôle considérable. Mettons que vous aviez qu'une seule série à mater et désormais vous en avez 1000. Naturellement, vous allez les binge-watcher plutôt que de vous repasser en boucle la première, même si c'est une nounou d'enfer. Au XVIe, le protestantisme insiste sur une lecture plus solitaire, plus personnelle de la Bible, sans le truchement des 4 sens.
Au XVIIIe, avec l'explosion du roman, la pratique de la lecture est déjà devenue très proche de la nôtre. On lit en riant et en pleurant tout seul, notamment avec l'ultime best-seller, celui de Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse. C'est la lecture partout, pour tous, ou plutôt pour chacun, qui culmine selon ses détracteurs avec le livre de poche. La boucle est bouclée. Alors on se retrouve face à un paradoxe. La lecture antique, qui était proférée, était quand même très intérieure, car elle exigeait d'être mémorisée. Mais aujourd'hui, la lecture immédiate, silencieuse, personnelle, a tout l'air d'être bien moins intérieure, car elle nous projette dans la fiction, dans le divertissement. Elle a beaucoup plus de mal à ne pas se limiter au sens littéral, au déroulement des événements, au déploiement de l'histoire. Et ça mène souvent au grand procès littéraire. Est-ce que dans Les Fleurs du Mal, Baudelaire décrit des choses obscènes? Certes, mais pas seulement. Est-ce que dans Madame Bovary, Flaubert décrit une scandaleuse épouse adultère? Certes, mais pas seulement. Est-ce que dans Lolita, Nabokov décrit une relation pédophile? Certes, mais pas seulement. Les œuvres d'art se ressassent, se répètent, se récitent, s'apprennent, se partagent, se ruminent, habitent en vous et vous nourrissent. Elles fuient la consommation effrénée, qui frappe aujourd'hui les séries où il y en a tellement de bonnes que vous n'avez pas le temps de les revoir, ni même de voir celles qui ont à peine 10 ans. Pourtant, l'édition, comme la mode, continue d'avoir ses saisons, car le livre est un produit frais sur les étals. Sitôt publié, déjà gâté. Il faut le dévorer et vite, passer au suivant. Qui a relu La Vérité sur l'affaire Harry Kéber? Ceux que les instituts de sondage qualifient de grands lecteurs au motif qu'ils en sont à 20 livres par an. Ont-ils seulement le temps de relire ce qu'ils ont aimé? De même qu'ils revoient les films qui les ont touchés ou qu'ils réécoutent les musiques qui les ont fait vibrer? On se désole que les jeunes lisent moins qu'avant, comme si c'était la quantité qui comptait. Mais la vraie question c'est, est-ce que, en abandonnant la lecture ruminante, on n'a pas laissé de côté toute une partie de la richesse des livres? C'est tout le paradoxe du livre de poche. C'est une édition pour les livres qui ont fait leurs preuves, mais qui sont aujourd'hui souvent destinés à n'être lus qu'une fois. Alors lisons, certes, pourquoi pas, mais surtout relisons, ponçons nos livres comme nos bons vieux CD. 54 tipeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir sur Tipeee, merci beaucoup. C'est super important pour nous parce qu'on met pas de pub au début de nos vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, parlez-en autour de vous, c'est aussi hyper important pour nous faire connaître. Et enfin, on a sorti un livre il y a très peu de temps, ça s'appelle Classique, voilà, n'hésitez pas à le partager et à l'offrir à vos amis. Ciao!